1,2 milliard de dollars. C'est la somme astronomique qu'a rapporté le film Avengers Endgame dans le monde, en faisant le plus gros succès commercial de 2019 au cinéma. Tout le monde adore les crossovers. Voir ses personnages préférés se réunir dans une grande aventure épique et palpitante, c'est quelque chose qui fait fantasmer beaucoup de gens. Et ça explique le succès de jeux vidéo comme Dead by Daylight ou Super Smash Bros. Pourtant, c'est pas du tout un truc qui date d'hier. En 1971, par exemple, on vit paraître un film avec un casting complètement fou, composé d'acteurs qui n'auraient jamais dû partager l'affiche. Avec Charles Bronson, star des westerns des années 60 dans le rôle principal, Ursula Andress, méchante de James Bond à ses côtés, notre Alain Delon national dans le rôle de l'antagoniste, et surtout Toshiro Mifune, icône des plus grands films de samouraï du Japon. Le tout réalisé par l'anglais Terence Young, qui signe ici un western italien tellement taré qu'il en est unique dans l'histoire du cinéma. Son titre, Soleil Rouge. Alors, est-ce que c'est une super production internationale ou un programme secret pour rétablir la paix dans le monde en réunissant la terre entière dans un film? On sait pas, mais l'épisode du jour va être épique. Le Super Smash Bros Ultimate des stars du cinéma, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui après le générique. 人の影はその人を離れて一人歩きはできん。 Je suis un samouraï, j'y vais, hein. Première partie, l'intrigue. Notre histoire commence directement par la prise d'assaut d'un train par la bande de deux dangereux criminels. Link Stewart, le personnage de Charles Bronson, qui semble plutôt cool pour un criminel, et son partenaire que tout oppose, Gauche, le personnage d'Alain Delon, chez lequel on devine dès le début des tendances sociopathiques, fut le plaisir qu'il prend à utiliser la ruse pour tuer des gens par surprise. En dévalisant tour à tour chaque wagon du train, ils finissent par tomber sur le compartiment occupé par un ambassadeur japonais protégé par deux samouraïs, ayant pour mission d'apporter un katana plaqué d'or en cadeau au président états-unien. Mais ça, Gauche s'en moque. Alors en plus de prendre leur argent, ils volent le sabre et tuent l'un des samouraïs qui essaye de l'en empêcher. Celui qui reste interpelle Gauche et le fusille du regard, en lui promettant de venir récupérer le sabre qu'il a l'intention de prendre sur son cadavre. Ce guerrier, c'est Kuroda, le personnage de Toshiro Mifune. D'ailleurs, dans la VO du film, c'est l'acteur lui-même qui prononce toutes ses répliques en anglais, plutôt qu'un doubleur qui joue en post-prod. Et même si c'est avec un accent à couper au couteau, on peut apprécier l'effort de Mifune. I intend to find you. I intend to see you dead. De son côté, Link s'empare des dernières possessions de valeur qu'il reste à voler dans le train. Quand soudain, deux bandits arrivent et lui jettent un bâton de dynamite dessus, ce qui lui laisse juste assez de temps pour sauter avant que le wagon n'explose. C'était Gauche qui les a envoyés afin de se débarrasser de lui. Laissé pour mort, il se retrouve comme un abruti à la merci des Japonais qu'il dépouillait le sourire aux lèvres il y a seulement quelques instants. Heureusement pour lui, il est le seul espoir pour les Japonais de retrouver Gauche et le katana, puisqu'il sait où il avait l'intention de se rendre afin d'y cacher son butin, ce qui fait qu'il ne le tue pas. Link n'a pas l'intention de les aider, mais il finit par accepter quand on lui place un couteau sur la gorge, ce qui est toujours un très bon argument. Avant de partir, Kuroda reçoit de son maître un petit katana ayant 7 nœuds à son manche. Il devra en défaire un chaque jour qui passe, et s'il défait tous les nœuds avant d'avoir retrouvé le katana du président, il devra se seppuku afin de garder son honneur dans l'échec et la mort. C'est ainsi que ce duo insolite, un cowboy et un samouraï, partent à l'aventure pour retrouver le katana. C'est un duo instable puisque Link essaye continuellement de se débarrasser de Kuroda en lui faisant des coups bas. Car s'il retrouve Gauche en premier, il le tuera sans lui laisser le temps de dire à Link où est caché leur butin, ce qu'il cherche évidemment à éviter. Mais en dehors de ça, il y a une bonne alchimie entre ces deux personnages à la culture et aux valeurs complètement opposées. L'un est un criminel sans origine qui ne pense qu'à lui, et l'autre un guerrier qui suit un code d'honneur strict, hérité d'une grande lignée de samouraïs. C'est une dynamique que l'on retrouve encore de nos jours dans de nombreuses fictions, car elle est simple mais efficace. N'ayant pas réussi à se débarrasser du samouraï, malgré quelques tentatives bien menées, Link se retrouve avec Kuroda dans une ferme attaquée par des bandits. Ils les massacrent, sauvent la famille qui était à leur merci et prennent chacun un cheval en guise de récompense. Le duo se dispute alors au sujet du sort qu'il devrait réserver à Gauche, ce qui pousse Link à tirer une balle au pied du cheval de Kuroda, ce qui le fait paniquer et laisse au cowboy le temps de s'enfuir. Le lendemain, alors qu'il essaye de le retrouver au bord d'un lac, Kuroda est attaqué par surprise par Link qui essaye de le noyer. Il se calme, se résigne et le ramène sur la rive. C'est à ce moment-là que Kuroda révèle pourquoi il est autant déterminé à remplir sa mission. L'ère des samouraïs touche à sa fin. Son monde, celui dans lequel sa famille a vécu durant des générations, est en train de s'écrouler. Ce qui était effectivement en train de se produire à l'époque où se déroule le film. La faute à la modernité qui n'avait plus besoin d'eux. Touché, Link accepte de continuer de l'accompagner. Pour le moment. Une idée lui vient en tête pour retrouver Gauche. Il décide de rendre une visite à son amante, Christina, jouée par Ursula Andress, qui travaille dans un bordel. Après leur retrouvaille, Link et Christina décident de passer la nuit ensemble, et Kuroda trouve aussi de son côté une femme pas insensible à ses charmes, avec laquelle il passe la nuit. Le lendemain matin, le duo est réveillé par une attaque de bandits envoyée par Gauche. Il les tue sans difficulté et laisse un survivant qui le renvoie à Gauche avec un message. Qu'ils échangeront Christina, avec laquelle Gauche a aussi une affaire, contre le katana volé. Le duo repart alors avec Christina en otage. Il s'arrête au bord d'une source d'eau et Kuroda
Kuroda en profite pour aller se laver. Malheureusement pour lui, Link saute sur l'occasion pour dérober ses affaires, et le samouraï se retrouve ainsi presque nu dans le froid. Le cowboy lui fait promettre de ne pas tuer Gauche quand ils le retrouveront et de lui laisser le temps de dire où leur trésor est caché. Voyant qu'il n'a pas d'autre option, Kuroda jure sur son honneur de ne pas tuer Gauche dès qu'ils le retrouveront. Les trois personnages se rendent alors dans un village abandonné où ils sont embusqués le lendemain par la troupe de Gauche, et malgré les protestations de Christina, ce dernier ordonne à ses hommes de tuer Link et Kuroda. La bataille finale du film commence alors et c'est une vraie boucherie. Les quatre protagonistes du film se font face en tant que seuls survivants du carnage. Kuroda se faufile derrière Gauche et hésite à le tuer à cause de la promesse qu'il a fait à Link, ce qui laisse à son ennemi le temps de lui tirer dessus. Gauche baisse alors sa garde, certain que Link ne va pas le tuer car il veut retrouver le trésor, mais il décide que l'honneur du samouraï est plus important et abat son ancien ami. Link promet alors à Kuroda de ramener le sabre à son maître, ce qui permet au samouraï de mourir en paix, sachant qu'il a accompli sa mission. Link enterre Kuroda, rejette définitivement Christina et s'en va. Le film se termine sur un plan avec le katana plaqué d'or, suspendu au câble télégraphique de la gare de train où l'ambassadeur japonais va bientôt passer. Alors c'était très sympa, mais je me demande ce que je viens de regarder. Comment se fait-il que tous ces acteurs de tant de genres et de pays différents se soient retrouvés à jouer ensemble dans un film? Et en quoi Soleil Rouge est-il le crossover ultime du cinéma? Je vous propose de voir tout ça dans quelques instants. Deuxième partie, la croisée des cultures. Soleil Rouge, de prime abord, c'est un film qui n'a que son casting pour le porter. Ce n'est pas le bijou d'un grand réalisateur, un long métrage à la mise en scène révolutionnaire, ni même une masterclass de scénario. C'est un film à la structure simple, voire même éculée, dont l'intérêt réside ailleurs. Alors clairement, c'est pas un chef-d'œuvre, bien qu'il ait le mérite d'être correctement réalisé, avec quelques bonnes idées de mise en scène éparses, notamment les confrontations de regard entre les personnages ou cet effet film d'horreur qui accompagne le personnage d'Alain Delon. Même pour ces thématiques, à savoir les samouraïs et les cow-boys qui assistent impuissants à la fin de leur monde, mon cœur penchera toujours vers Harakiri pour les Shambara et les désaxés côté western, plutôt que vers Soleil Rouge. Ce n'est pas un crossover fait juste pour le plaisir ou pour faire des chiffres en utilisant le nom d'acteurs mondialement connus. C'est la rencontre entre plusieurs genres cinématographiques et diverses cultures qui se sont mutuellement influencés pendant des décennies avant la sortie de Soleil Rouge. Si vous ne connaissiez pas Charles Bronson, il est surtout connu pour ce plan où il joue de l'harmonica dans Les 7 mercenaires, film directement inspiré du classique japonais Les 7 samouraïs, dans lequel Toshiro Mifune tenait l'affiche. Dans Soleil Rouge, on voit donc l'influence travailler avec l'influencé, le maître avec l'élève. Si vous ajoutez à ça le français Alain Delon, star des films policiers de Melville qui vient ici rendre hommage au cinéma italien qui l'a aidé à se lancer, Terence Young et Ursula Andress issus de films James Bond, et enfin Toshiro Mifune qui se rejoignent tous sur un genre italien décliné du cinéma états-unien, vous avez une grande célébration du cinéma mondial. Un film à la croisée du Shambara, du western états-unien et du western italien. Il vaut que Clint Eastwood a aussi été envisagé pendant un moment pour rejoindre le casting, qui serait devenu alors encore plus fou qu'il ne l'est déjà. Soleil Rouge serait ainsi devenu le représentant de l'influence que Kurosawa a eu sur les deux nationalités du western. Le plaisir qu'on ressent en regardant ce film vient surtout de voir ces acteurs de provenance si éclectique se réunir dans un mélange entre deux genres si éloignés mais pourtant si semblables. Car oui, depuis leur naissance, le Shambara et le western n'ont jamais cessé de s'échanger de l'inspiration. Akira Kurosawa, par exemple, que je viens de mentionner, l'homme à l'origine de l'archétype du guerrier vagabond qui a été repris par Clint Eastwood dans la trilogie du dollar, il a grandi avec les westerns de l'états-unien John Ford, qui ont fortement influencé son style. Kurosawa a ajouté des touches occidentales à la culture japonaise pour créer ses films légendaires. Léon et bien d'autres, inspirés de Kurosawa, ont ajouté des éléments du cinéma nippon à leur production occidentale. Le Shambara et le western sont dans un sens de genres jumeaux, des frères dont la rivalité les ont fait chacun grandir. Ils sont comme Mario et Sonic d'une certaine façon. Ils ont toujours été si proches et similaires qu'une rencontre entre les deux devait arriver. Je vous laisse un lien pour voir Soleil Rouge dans la description. Il a malheureusement une mauvaise réputation dans les cercles cinéphiles, mais je pense vous avoir prouvé que c'était loin d'être une énorme purge. Alors certes, il n'est pas au niveau des bombes atomiques que j'ai l'habitude de vous présenter dans mes vidéos, mais des fois c'est bien de se détendre devant un film plus simple et moins exigeant qui ne prend pas non plus son spectateur pour un débile. Et parce que comme dirait le chevalier des arts et des lettres Francky Vincent, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà tout pour cet épisode. Si j'ai créé l'émission Kagemusha pour parler du cinéma japonais, je trouve que c'est intéressant de faire quelques écarts comme j'en ai fait dans cette vidéo pour parler de coproduction nippone ou de films ayant un rapport intéressant avec le pays du soleil levant. Cette nation, qui semble assez isolée et refermée sur elle-même, est en fait une actrice importante de la culture à l'international, et son cinéma lui permet de rayonner et de collaborer avec d'autres pays. Il y aurait beaucoup de films qui mériteraient un épisode de Kagemusha, car il montre comment le Japon se comporte avec le reste du monde et attire l'attention. Je pense par exemple que ça pourrait être intéressant de se pencher sur le cinéma franco-japonais à qui l'on doit des films d'animation comme La Tortue Rouge, notre pays étant depuis longtemps en étroite relation avec le Japon. C'est une idée parmi tant d'autres que j'ai et qu'il faudra creuser à l'avenir. N'hésitez pas à me faire des suggestions pour des prochains épisodes ou me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je lis toujours chacun de vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Et si vous cherchez une bonne chaîne de cinéma sur YouTube qui promeut la diversité des œuvres, je vous
vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune de mes futures vidéos et de découvrir le reste de mon catalogue. N'oubliez pas non plus de partager et de liker cet épisode. Votre soutien est une force qui me pousse à travailler d'arrache-pied sur ma chaîne pour vous proposer le meilleur contenu possible. La semaine prochaine, on entamera le tout dernier mois de l'année. Il ne me reste donc plus que 5 vidéos à vous dévoiler en 2024 et ce sont toutes des bangers. Vraiment, je suis fier de pouvoir dire que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et on commencera le mois de décembre très fort, dimanche prochain à 15h, juste ici, sur cette chaîne.